Bonjour à tous. Parlons Science va vous montrer dans cette vidéo que le concept de poumon de la planète, qu'il s'applique à l'Amazonie ou aux océans, n'a aucun sens. Cet exemple est idéal pour Parlons Science, dont l'objectif principal est de rétablir la vérité scientifique et de vous en convaincre. Or, une partie croissante de la population se méfie des élites, dont les chercheurs, souhaitent croire uniquement ce qui correspond à sa propre opinion et considère la parole du scientifique comme une voix parmi d'autres. Depuis quelques décennies, à chaque incendie de la forêt amazonienne, le concert est le même. Que ce soit des scientifiques, des politiques, des médias, des écologistes, le refrain est « Sauvegardons le poumon vert de la planète », ce qui n'a strictement aucune base scientifique. En 2020 encore, des personnalités aussi différentes que Kamala Harris, Emmanuel Macron ou Leonardo DiCaprio affirment que 20% de l'oxygène que nous respirons provient de la forêt amazonienne. Or, son bilan est nul, c'est-à-dire que la forêt amazonienne, comme les autres forêts tropicales, utilise pour sa respiration à peu près autant d'oxygène qu'elle en émet par photosynthèse. Ce graphique est doublement intéressant. Regardons d'abord l'année 2019 qui voit une augmentation de la déforestation. Ça a été une occasion unique pour les dirigeants internationaux de critiquer le président brésilien Bolsonaro pour son inefficacité, pour ne pas dire plus, dans cette lutte. Mais finalement, on s'aperçoit sur le même graphique que le maximum de feux par an a été entre 2002 et 2006, alors que c'était l'homme de gauche Lula da Silva qui était président. Il faut bien savoir qu'il y a quelques incendies qui sont d'origine naturelle. Ça peut être la foudre, la grande sécheresse, des éruptions volcaniques. Mais en fait, 90% des feux est d'origine humaine. Se sachant surveiller sur la forêt amazonienne, Bolsonaro a finalement décidé de déforester la savane voisine, le Cerrado, qui est utilisée maintenant à 80%. Mais dans cette affaire, on peut dire aussi que tous les pays qui sont des importateurs importants, soit du soja brésilien, soit du bœuf, sont un peu complices de la déforestation. Cette magnifique vue satellite des feux en août 2019 présente plusieurs intérêts, mais elle nous montre surtout l'importance des forêts du bassin du Congo, en Afrique, qui concerne 6 pays et 3,5 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amazonie fait 5 millions de kilomètres carrés. Heureusement, pour l'instant, ces forêts sont relativement préservées de la déforestation. Bien sûr, l'intérêt des forêts tropicales, il est tout à fait ailleurs. Ce sont d'abord des puits importants à dioxyde de carbone. Ensuite, la forêt amazonienne elle-même, c'est-à-dire 390 milliards d'arbres, elle régule le climat du nord de l'Amérique du Sud et la pluviosité du sud du Brésil, de la Bolivie et du Paraguay. Mais on le sait, les forêts tropicales, notamment leurs canopées, constituent des hauts lieux de biodiversité. 40 000 espèces végétales, dont 16 000 essences d'arbres, 2,5 millions d'insectes, 3 000 espèces de poissons, 2 500 de mammifères, c'est vraiment une grande réserve de biodiversité. Ceux qui s'étaient un petit peu amusés de ceux avançant l'idée de l'Amazonie et poumon de la planète, on dit mais non, pas du tout, c'est l'océan qui produit entre 50 et 75% de l'oxygène que nous respirons. Finalement, c'est tout à fait aussi faux, le phytoplancton océanique ne joue pas ce rôle. D'ailleurs, on aurait une mer sans vie, ça ne changerait pas beaucoup la teneur en oxygène de l'atmosphère. Là aussi, l'intérêt est ailleurs. Tout d'abord, on sait que le phytoplancton, c'est le plus important puits pour le CO2,
D'autre part, des organismes microscopiques du plancton sont capables de former à l'échelle géologique des roches. C'est le cas des Coccolithophoridae, à l'origine de la craie il y a 65 millions d'années, avec ses magnifiques falaises d'Étretat, ou le désert blanc en Égypte. Finalement, l'idée fausse de poumon de la planète, elle peut s'expliquer, mais à l'échelle géologique. Regardons la composition de l'atmosphère primitive et de l'atmosphère actuelle. On voit que c'est un bouleversement complet. Dans l'atmosphère actuelle, il n'y a pratiquement plus d'eau, pratiquement plus de dioxyde de carbone. Par contre, il y a un fort enrichissement en oxygène et en azote. Mais il a fallu 2,5 milliards d'années pour que les cyanobactéries d'abord, les eucaryotes ensuite, émettent de l'oxygène dans l'atmosphère, ce qui a permis la création de la couche d'ozone, qui, on le sait, protège la vie des rayonnements ultraviolets. Sur ces deux graphiques, on voit d'abord en bleu la teneur en oxygène, qui, depuis 550 millions d'années, n'a pratiquement pas bougé, autour de 20% de teneur. Par contre, plus intéressant en rouge, on voit que la concentration du CO2 a complètement chuté pour arriver, on va dire, à presque rien, c'est-à-dire 300 parties par million dans l'atmosphère avant l'ère industrielle. Mais les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, sont quand même à l'origine du réchauffement climatique actuel. Finalement, la Terre sera-t-elle bientôt privée d'oxygène n'a aucun sens. Il n'y a aucune menace. Depuis 800 000 ans, la teneur en oxygène de l'atmosphère a diminué de moins de 1%. Ce n'est donc pas l'atmosphère qui est menacée d'un manque d'oxygène, mais bien l'océan. C'est d'abord le cas dans des aires côtières qui sont fertilisées par les apports continentaux. On se souvient que dès 1971 sont apparues en Bretagne des marées vertes dues au développement des ulves, parce que les eaux douces de Bretagne sont enrichies en nitrates, dont la teneur a été multipliée par 5, en raison de l'industrialisation des élevages de porcs. Un cas emblématique de mer à faible teneur en oxygène, c'est bien sûr la mer Baltique. Et ça, c'est vrai depuis 1500 ans, même si le phénomène s'accentue beaucoup au cours du XXe siècle en raison des apports constants d'éléments minéraux et de matières organiques, mais aussi du réchauffement climatique. On peut voir le changement complet entre 1906 et 2012, où vous voyez l'augmentation des surfaces à faible teneur en oxygène, en rouge, ou même privées totalement d'oxygène, en noir. Un exemple un peu similaire est celui de la mer Noire. Sur cette photo satellite, vous voyez la teneur en chlorophylle des eaux qui vous démontre un développement massif des algues du phytoplancton dû aux apports fluviaux très nombreux autour de la mer Noire. Mais si la couche de surface est très riche en matière organique, cela signifie que lors de sa sédimentation, cette matière est oxydée par les bactéries, ce qui consomme beaucoup d'oxygène. Ce qui fait que la mer Baltique a une couche de surface riche en biologie oxygénée et une couche privée d'oxygène dès 90 mètres. Notons qu'il y a 35 ans, cette limite était à 140 mètres. En plus, dans les eaux de la Baltique, au fond, il y a beaucoup d'hydrogène sulfuré. Mais cette privation d'oxygène touche aussi des eaux profondes qui sont alimentées par des plongées d'eau. On a là l'exemple du golfe du Lion. En hiver, sous l'influence des vents continentaux secs et froids, Mistral et Tramontane, les eaux de surface voient leur température baisser et leur salinité augmenter. Elles deviennent plus lourdes que les eaux sous-jacentes et se mélangent avec elles, apportant ainsi beaucoup d'oxygène aux organismes qui vivent en grande profondeur. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, on peut craindre une diminution de ces plongées d'eau, donc un problème de manque d'oxygène pour les organismes benthiques. Mais c'est aussi le cas, ce manque d'oxygène, dans des eaux sous-jacentes aux aires de très haute production. On peut voir sur cette carte, effectivement, une épaisseur croissante de la couche de minimum d'oxygène.
avec seulement moins de 1,4 ml par litre, au large finalement des 4 grandes zones d'upwelling, donc de haute production du monde, Canaries, Californie, Humboldt et Benguela. L'exemple typique, c'est bien sûr la zone d'upwelling du Pérou-Chili, qui est la zone la plus productive au monde. Regardez la courbe d'oxygène en rouge. Voyez qu'il y a une production très importante dans la couche de surface, d'où des teneurs en oxygène très élevées. Mais des 150 mètres et jusqu'à 450 mètres, il n'y a plus du tout d'oxygène dans l'eau. En résumé, donc, on peut dire que l'idée que l'Amazonie est le poumon de la planète n'a aucun sens. Elle ne fournit pas 20% de son oxygène à l'atmosphère. Et l'intérêt des forêts tropicales, nous l'avons vu, est bien ailleurs. Climat, biodiversité notamment. Mais l'aberration est la même pour l'océan. Son bilan en termes d'oxygène est nul. Là également, son intérêt est ailleurs. Là aussi, régulation du climat. Mais à l'échelle géologique, c'est bien le phytoplancton océanique qui a épuisé l'atmosphère en CO2 et l'a considérablement enrichi en oxygène. Soyons clairs, l'atmosphère actuelle n'est en rien menacée par un manque d'oxygène, mais l'océan, oui. Dans certaines zones côtières, mais aussi dans l'océan du large, en région tropicale. Merci pour votre attention.